Moi, je suis Antoine Paillard. Je suis la 8e génération avec mon frère à reprendre le domaine sur le village de Gouzy. Donc, on a cette chance d'avoir 8 personnes avant nous, enfin 7 personnes avant nous qui étaient propriétaires de vignes sur ce fabuleux village et qu'on a repris avec mon frère à la suite de notre père il y a une dizaine d'années. Et ça te faisait à peine 30 ans? Ouais, à peine 30 ans. Moi, je suis revenu à 25 ans sur le domaine et je suis reparti un peu après, je suis revenu plus définitivement après. Quand tu reviens sur un domaine et que tes parents sont plus jeunes, il y a aussi cette transition qui fait que tu dois laisser du temps à la génération d'avant qui finit son œuvre et puis nous de se lancer derrière eux pour reprendre et créer la nôtre. Ça s'est bien passé cette partie transmission? Ouais. Très bien. Très bien. Okay. Hyper intelligente. Okay. Je pense que chaque génération doit laisser l'espace à la suivante, comme la nouvelle doit laisser l'espace à la précédente. Mon père dirait que j'étais peut-être un peu relou quand je suis revenu, parce que t'arrives, tu veux tout changer, t'es là, ouais. Et avec le recul, tu te dis bon. Mais non, nous on a eu la chance d'avoir une transition très cool. Mon père était très bon, mes parents faisaient des très jolis vins, étaient très malins dans la notion notamment de matériel végétal. On a des grands vins, il faut respecter des bases. Le sol, le terroir, la façon de travailler la terre, l'itinéraire technique, nous on bosse en bio. Et il y a un point fondamental, c'est le matériel végétal. C'est le pied de vigne en lui-même. Un pinot noir comme ça, il peut avoir différentes formes. Ça peut être un pinot noir qui va produire beaucoup de raisins, un pinot noir qui va produire moyennement de raisins, des tailles plus grosses, des grappes plus grosses, plus petites. Et jusque dans les années 70, c'était le bon sens paysan. Un vigneron qui rentrait dans sa parcelle, qui disait, au moment de la taille, en ce moment, il prenait ça, exactement ça. On avait les bois, on coupe. Ce bois-là va être greffé. Donc, c'est-à-dire qu'on va couper, garder un œil, et on va faire ce qu'on appelle une greffe oméga pour le mettre sur un greffon, un porte-greffe, qui était des bois américains, résistants au phylloxéra. Ouais. Ce petit bourgeon va pousser et va donner un pied. Jusque dans les années 70, ces pieds-là, ils pouvaient donner... il y avait peu de contrôle sur les maladies, sur les rendements, sur la qualité des raisins et autres. Et là, l'État s'est quand même un peu dit, les organismes techniques sont un peu dit, on va quand même essayer de contrôler tout ça, de suivre des plans, de voir quelles étaient leurs qualités. Et on s'est dit, on va peut-être créer ce qu'on appelle des clones. Ces clones ne sont pas négatifs, c'est juste un pied de vigne qui a été greffé, qui a été suivi, qui a été multiplié plusieurs fois, jusqu'à l'infini, pour des critères qualitatifs donnés. Qui étaient à l'époque produire de manière plus constante et contrôler la qualité et les maladies, contrôler la qualité des raisins produits. Tout le monde s'engouffre un peu là-dedans, plante des clones. Ce qui n'est pas mauvais, c'est simplement que ça produit un peu trop, notamment en Champagne, et peut-être aussi une forme d'homogénéisation de ce qui est planté. De goût. De goût, mais plutôt une forme d'homogénéisation. Ce qui n'est pas, encore une fois, pas complètement négatif, mais moi, ça me perturbe un peu le côté toujours homogène. Donc, mon père a planté quelques clones comme ça, dans les années 80. Et puis il s'est dit, merde, ça produit un peu plus de raisins que mes vieilles vignes qui étaient plus... qui donnent aussi en termes de goût un peu des choses plus intéressantes. Donc je dirais plus c'est le rendement plutôt que le fait que ce soit toujours le même pied. C'est plus le rendement, moi, qui me pose un problème. Donc il a été assez malin, il est retourné sur des vieilles vignes du domaine, recréé ce qu'on appelle des massales, c'est-à-dire des pieds de vignes qui peuvent être de différentes tailles de grappes, différentes formes de grappes, différents rendements. Et puis on a sélectionné des plants au sein de cette parcelle-là, et qu'on a emmené en pépinière, et donc on a greffé l'intégralité de ces plants-là qu'on avait présélectionnés avant. Et donc au lieu d'avoir un individu planté, tu vas avoir 10, 15, 20 variétés entre guillemets de pinot noir différentes. Qui vont évoluer différemment. Qui vont t'apporter cette diversité, et surtout qui vont permettre de tenir des rendements peut-être un petit peu plus faibles, et qui vont permettre de concentrer un peu plus les arômes, et d'arriver sur des vins qui ont plus d'identité. Et ça, c'est notre père qui l'a initié, nous on l'a continué, avec une problématique, c'est que la Champagne a peut-être perdu un petit peu ce savoir-faire-là. Donc il n'y a plus beaucoup de pépiniéristes capables de délivrer des belles massales. Ah ouais. Donc on est allé en chercher un peu en Bourgogne.
chez nos copains bourguignons. Et puis là, on a recréé, c'est en train de rechanger, la Champagne s'est vraiment réveillée. Et il y a des très belles massales qui sont aujourd'hui recréées. Par nous, on a un groupe de vignerons où on recrée une massale champenoise. Le CIVC fait un travail extraordinaire à ce sujet-là aussi. Donc voilà, on recrée des belles sélections de pinot pour que les nouvelles générations aient accès à un matériel végétal magnifique pour pouvoir replanter des très belles vignes qui seront travaillées par les générations suivantes. Et alors, c'est une parcelle qui s'appelle le village. Donc il y a quelques. Non, c'est vrai, les clos en Champagne, souvent, au niveau du cadastre, ils ont un nom, et en l'occurrence, ce cadastre-là s'appelle le village, donc c'est un clos. Parce qu'un clos, ça veut dire que c'est entouré de murs. Alors en l'occurrence, c'est vraiment des murs, mais ça peut être des clôtures, ça peut être un peu ce qu'on veut. Je pense que là, c'est vraiment un vrai clos, dans moi, ma définition. C'est-à-dire au cœur d'un village, adossé à une maison, et qui est entouré de murs. Voilà. La particularité des vignes comme ça, c'est pas toujours les terroirs les plus emblématiques, parce que tu es en bas de village, à fleur de craie, là il y a très peu de sol. Mais par contre, c'est des terroirs qui bénéficient de la notion de clos, c'est-à-dire que tu as les murs qui emmagasinent la chaleur et qui la réverbèrent aussi. Ouais, okay. Qui la restituent. Donc tu as toujours un peu plus de maturité. Okay. Donc c'est des vins qui sont posés sur un peu d'argile, la craie. La craie, c'est le côté frais. Ouais. Et l'argile qui va amener cette puissance. Okay. En bouche, c'est le côté sphérique en bouche. Et donc tu vas chercher plus de maturité parce que tu as la chaleur, et puis tu as la craie en dessous qui amène cette fraîcheur. Donc c'est cet équilibre des deux qui fait qu'on arrive à sortir des vins qui ont des vraies personnalités. Ok. C'est votre ADN de toute façon au domaine de faire des vins identitaires? Ouais, c'est des vins singuliers, je pense. L'idée, c'est de présenter des vins qui racontent une histoire. On a cette chance de faire, au-delà de la notion d'assemblage, de faire peut-être une notion de... Nous, on se définirait comme faisant des vins de terroir. Bouzy est un des très grands terroirs de pinot noir pour le Champagne, pour des effervescents dans le monde. Parce qu'encore une fois, argile, gourmandise, puissance, craie, fraîcheur, salinité. Et cet équilibre des deux, c'est des mots compliqués, mais à la fin de la fin, en bouche, c'est ce qui fait que vous êtes dit « Ah, c'est bon, ça a du goût, et c'est bon, c'est frais ». Ouais. Et c'est ce qui vous fait vider la bouteille. Ouais, c'est ce que j'allais dire, on y revient. On y revient, à la fin de la fin, t'as envie de vider la quille. Mais c'est vrai, à la fin de la fin, une bonne bouteille de vin, en tout cas moi, quel que soit le prix, c'est la notion de plaisir. Ouais. C'est est-ce que tu as envie de vider la bouteille ou pas? Est-ce que c'est un vin technique, intellectuel, ou est-ce que c'est un vin où juste tu le goûtes, c'est bon? Et nous, c'est un peu ce qui nous drive avec Quentin, c'est des vins qu'on aime, c'est de faire des vins qui ont du goût, qui sont bons. Et si en plus on peut adosser à ça des notions de vraie personnalité, de précision, de justesse dans les vins, ben là ça devient intéressant. Si tu goûtes un pinot noir de Bouzy exposé au sud, ou un pinot noir du Clos, voilà, de cette vigne-là, qu'on sortira bientôt. Qu'on sortira bientôt. Mais si tu goûtes un pinot noir de Bouzy, d'une parcelle exposée sud, par rapport à un pinot noir du nord de la montagne, qui va être un petit peu moins mûr et qui va être plus dans la fraîcheur, dans le côté un petit peu nordiste, ben, tu n'auras pas les mêmes perceptions. Ouais. Même si toi, tu ne vas pas forcément le vivre ou le comprendre quand tu vas le goûter ou le détecter en goûtant, à la fin, si tu mets les deux l'un à côté de l'autre, tu vas dire « Ok, ouais, c'est vrai qu'il y a des différences ». Il faudrait vraiment faire à chaque fois que tu bois une bouteille, je sais pas, d'un terroir précis, tu parles de Bouzy par exemple, il faudrait toujours en mettre à côté d'autres terroirs pour pouvoir se dire, tiens, tu vois, là je vois bien la différence. Ouais, mais... ou pareil, je sais pas, c'est une question peut-être. Ouais, nous on aime bien ça parce que oui, t'es un peu geek, alors tu vas te mettre plein de bouteilles l'un à côté de l'autre, tu vas brainstormer pendant des heures en disant, mais à la fin de la fin, c'est juste encore une fois le plaisir que tu prends quand tu vas à Reims dans un joli bar à vin, pour pas le citer, voilà, mais tu as quelques beaux bars à vin, tu mets une belle bouteille, bah, t'as juste à la fin de la fin, c'est le plaisir que t'en tires. De toute façon, c'est toujours le dernier verre qui est le meilleur, on est d'accord, hein. Ouais, ou le verre suivant. Je sais pas si c'est un vrai truc, on en discutait avec un sommelier et sa réflexion n'était pas... Moi j'étais là, oui, mais tu finis toujours la bouteille et parce que le vin il s'est ouvert et tout, il me dit, est-ce que c'est pas parce que tu sais que c'est le dernier verre que t'as l'impression qu'il est meilleur? Ouais, je pense que le vin il s'ouvre dans les verres. Non. Ouais, non, c'est un truc que mon père il nous a toujours fait. Il a toujours dit, mais servez des petits verres pour que le vin ait le temps de s'ouvrir. Et c'est vrai. C'est quand tu as une bouteille qui arrive au début, tu l'ouvres et tu sers des petits verres au début, ça s'ouvre, ça reprend un peu en chaleur, le vin s'ouvre. En fait, les arômes ont besoin aussi, ils ont été enfermés dans une bouteille pendant pas mal de temps. Ça leur fait plaisir de sortir. Tu claques le bouchon, et puis voilà, il faut que le vin il vive. Ouais. Et dans ton verre, tu peux le faire vivre.
as cette facilité de tourner un peu le verre. Alors ça fait très geek encore une fois, mais tourner le verre fait vivre le vin, lui permet de s'ouvrir. Alors il ne faut pas le faire sur des vins qui ont 30-40 ans, il faut aussi, avec l'âge, tu prends soin d'eux, il faut respecter l'âge. Mais voilà, c'est ces codes qui peuvent paraître techniques. Quand tu prends un vin, tu le sens là. En fait, la réalité, c'est que quand tu tournes un verre de vin, c'est pour le faire vivre et lui donner une forme d'ouverture. Exactement, exactement. C'est une vigne qu'on a plantée en 1983. Enfin, que mon père a plantée en 83. C'est un lien avec... Avec ma date de naissance. Ouais, donc c'est une vigne c'était vraiment son jardin, quoi. Tu n'avais pas le droit d'y toucher, on n'avait pas le droit de la tailler, on n'avait limite pas le droit de la regarder. On ne pouvait pas en faire un vin. Au début, il me disait non, j'ai pas envie. Et puis je pense qu'il n'avait pas tort parce qu'avec un peu d'âge, en fait, encore une fois, les terroirs, c'est un terroir en tout cas, c'est une vigne qui a besoin d'avoir un enracinement qui se fait bien pour aller exprimer un peu pour raconter une histoire. Et donc là, elle a 40 et quelques années. Ça devient le moment où on peut commencer à faire des belles choses. Donc là, on la vinifie depuis quelques années. Et ça donne des pinots d'une extrême élégance avec ce charnu de Bouzy, c'est magnifique. C'est quoi? C'est la craie qui a réussi à restituer l'eau quand la vigne veut, qui donne aussi cet avantage-là? T'as jamais quand une vigne a un enracinement qui se fait de manière un peu plus profonde, donc par l'âge, par les méthodes culturelles, eh bien la vigne va aller chercher, va puiser des éléments qu'une jeune vigne ne peut pas aller chercher. Et la craie qui est à 50-60 cm en dessous de l'argile qui est là, c'est les deux, quoi. Les vignes va chercher l'eau dans la craie et va chercher le nutriment dans les premiers centimètres, sa nourriture. Et cet équilibre des deux arrive à produire des raisins absolument incroyables, avec des faibles rendements, des maturités assez hautes, parce qu'encore une fois, les murs ramènent du soleil même quand il n'y en a pas, ramènent de la chaleur même quand il n'y en a pas. Et c'est toujours cet équilibre-là. Craie, argile, rendement, puissance. Et la craie ramène toujours de la tension. C'est incroyable finalement. Alors ça paraît évident quand on le mentionne comme ça, surtout quand tu travailles avec le vivant comme toi. Mais de se dire que le sol, couplé à une exposition solaire, couplé à un végétal donné, eh ben, tu peux en faire, je ne vais pas dire 1000 déclinaisons, mais peut-être, alors que tu n'as que 4 phases d'exposition, par définition, au soleil, alors que les pentes peuvent varier, et que ta géologie, par exemple sur des terroirs ici, tu vas retrouver un peu... pas dire tout le temps la même chose, mais globalement les mêmes roches, mer en tout cas, et que tu vas pas avoir un seul champagne qui va se ressembler, parce que la dernière variable d'ajustement, c'est toi. On a cette chance d'avoir eu une mer tropicale il y a quelques environ 100 millions d'années, j'étais pas là pour le voir, mais qui couvrait le bassin ici. Tu fais pas ton âge. Merci. Mais ça, c'est quand même, on fait des grands vins ici parce que ça vient de cette histoire-là. Moi, je trouve ça fascinant. Quand tu tires le fil de l'histoire, que tu te dis, avant, il y avait une mer tropicale qui était là, ça a sédimenté, ça a donné du calcaire, cette forme de calcaire crayeuse que nous, on a aujourd'hui, enfin, cette craie qu'on a aujourd'hui, nous permet d'aller exprimer des vins absolument fantastiques que le monde nous envie et que le monde ne peut pas copier. Alors après, on peut faire d'autres grands vins ailleurs, pas de sujet. Mais ce style de vin, il n'y a qu'en Champagne que tu peux les faire. Et tu as des endroits comme Bouzy qui sont le panthéon du pinot noir au monde. C'est magnifique. C'est assez incroyable quand même. Je pense que dans le monde paysan en général, il y a, je pense, quasiment qu'en viticulture, où tu as cette notion alors viti et spi, puisque en cognac c'est encore pire, mais tu travailles, quand tu prends ta vigne, tu es déjà en train de penser à la transmission, tu es déjà en train de penser à la génération d'après. En te disant, tiens, aujourd'hui je plante, dans 3 ans il va commencer à produire, puis ici par exemple, la première quille qui va sortir de cette grappe-là, ça va être 8 ans après que tu aies commencé à la planter. Enfin, tu es sur un temps long. Imagine si tu te plantes. Imagine si tu te plantes. C'est quand même chaud. Tu te dis, allez, je vais faire un super vin, et là tu l'ouvres 3 ans après, et merde, c'est pas ce que tu as envie de faire. Et là tu mets 3 ans à te remettre. Donc non, honnêtement c'est dur. C'est le bon sens paysan. Il faut faire les choses comme tu les aimes, comme tu les sens, goûter beaucoup, et évidemment, t'es toujours en évolution.
Mais cette évolution, tu as le résultat 5-10 ans après. C'est ça. C'est, pour le vin dis, et pour les vignes, tu pousses oui, 20, encore 30, plus loin. 40 ans. Ouais. Tu pousses encore plus loin. Donc les décisions que on prend en tant que vignerons, elles sont pour en partie nous, mais aussi et les générations futures. Ouais. Ouais. Ça peut faire peur, tu vois, si tu le mets un peu... Oui, après, par exemple, tu vois, ce qui est très à la mode aussi en ce moment, dans toutes les régions un peu viticoles, à tous les vignerons, on réfléchit à tailler nos pieds de vigne en respectant les flux de sève. Ça paraît con, c'est du bon sens paysan aussi. Et les anciens qui disent « oui, enfin, moi mon pied de vigne, il a 60 ans et il marche encore. Pourquoi tu m'emmerdes à me dire il faut que je le taille différemment ?» Ce qui est vrai aussi, c'est juste que faire des petites évolutions à la marge, où tu te dis en fait un pied de pinot, un pied de cordon taillé comme ça, ou un pied de guyot, si tu orientes tes choix de taille, tu permettras d'avoir un flux de sève plus cohérent et un pied qui sera moins sujet aux maladies. Tu fais un parallèle avec nous, si tu manges pas bien ou tu bois pas bien assez de vin dans ta vie, tu es plus faible, tu es moins bien. Bon, tu es plus sujet aux maladies. L'alcool est à consommer avec modération. Je mettrai un disclaimer sur celle-là. Parce que... mais si tu te nourris pas bien aussi, si tu es plus faible et tu es plus sujet aux maladies. Et un pied de vigne, c'est pareil. Si tu le tailles pas bien et qu'il y a un flux de sève qui est moins, qui est plus un peu cassé, et le pied va être plus sujet aux maladies. Donc c'est toujours, tu améliores à la marge des petites choses, des belles massales, une taille cohérente, en respectant des flux de sève. Le fait de travailler en bio, c'est des améliorations qui pour nous sont un peu plus qu'à la marge, mais qui ont un vrai impact sur l'organique et la façon dont ta vigne fonctionne. Mais toutes ces petites choses-là, mises bout à bout, quand tu es à deux déjà avec mon frère, c'est plus facile de pouvoir aller plus loin dans tous les détails. Et ça te permet de pousser les curseurs pour avoir des vins avec des belles identités. Le but de ne pas utiliser d'herbicide, c'est d'avoir un sol qui respire. Avec de l'herbe qui pousse, les micro-organismes, ça c'est très technique, mais les petites bestioles qui dégradent la matière organique. La matière organique, c'est des sarments, des feuilles qui vont se poser sur le sol et qui ont besoin d'avoir des petites bestioles qui les mangent pour les minéraliser. En gros, les manger, les digérer, les relarguer et relarguer des minéraux avec. Et c'est ces minéraux exactement, c'est ces minéraux que les racines des vignes sont capables d'absorber. Donc ça, si tu désherbes, les sols respirent moins, les micro-organismes vivent moins bien, tu as besoin de leur apporter un peu d'oxygène. D'un autre côté, une charrue, ça vient un peu les embêter. C'est-à-dire que tu passes une charrue, tu vas venir casser leur maison, leur habitat. Donc c'est toujours Et si tu passes pas la charrue et que tu n'utilises pas d'herbicide, tu as l'herbe qui pousse. Et l'herbe qui pousse, si tu en as trop, tu fais une compétition avec les racines. Concurrence, la vigne baisse en rendement. Et là... Donc à la fin de la fin, on fait du vin. On est dans un système où on produit des raisins. Comme toute production, il faut être cohérent et avoir du bon sens. Donc on n'utilise pas d'herbicide. On laisse l'herbe pousser un petit peu, mais durant 3 mois, on l'enlève en travaillant de manière superficielle avec des charrues, donc le moins profond possible, pour éviter de concurrencer la vigne sur la période de avril, mai, juin. Toi, c'était une évidence pour toi de devenir vigneron ou tu t'es posé la question? Non, je me suis posé la question au début. Tu veux pas toujours faire le même métier que ton père ou tes parents. Mais avec un peu de maturité, un peu d'âge, tu te rends compte que en fait, tu peux à la fois produire, tailler, être au contact de la terre, transformer un produit, en faire un vin, avoir un impact sur ce que tu produis et en plus en faire quelque chose de bon. Donc la boucle, le spectre est large. De la production, de la taille, où tu as un matin comme aujourd'hui, tailler dans les vignes, il fait un peu brumeux. Voilà, tu poses le cerveau dans le bureau, tu t'éclates, tu prends du temps avec la terre, et puis tu peux aussi aller le lendemain prendre un avion pour aller vendre des vins, ou même prendre un train, ou même juste le faire des dégustes avec les copains, quoi. Ça, c'est quand même la force de notre métier. Et quand tu as compris ça, moi je l'ai compris entre 20 et 25 ans, quand tu as compris ça, là tu te dis, ouais, en fait, c'est un métier de folie, quoi. C'est le plus beau métier du monde. Tu maîtrises ta chaîne de valeur de A à Z jusqu'à la vente. Enfin, moi, ouais, c'est un métier équilibré, quoi. Ouais. C'est un métier équilibré, on a une chance et un devoir. Hein. C'est une forme de devoir aussi. On a le devoir, au regard du terroir que l'on a, de sortir des vins qui ont de la gueule, quoi. Parce qu'on a encore une fois un terroir absolument magique. Donc on a un devoir aussi, ça vient avec, je pense. Tu le comprends peut-être encore un peu plus tard.
mais tu as une forme de devoir de sortir des grands vins ou de faire des belles choses et de prendre soin de ton vignoble, de prendre soin de la terre, de le passer à la génération d'après. Ouais, faut le vouloir. Tu t'inscris quoi, dans une forme de temporalité un peu longue, où tu dois créer un lien avec la génération d'avant, la génération future. C'est l'élastique invisible, quoi. C'est comment tu les tiens liés, reliés à ton métier. À la fois, en tout cas nous, c'est l'éducation qu'on a reçue, je pense que tu viens pas de nulle part, mais l'éducation qu'on a reçue, c'est va faire des études, va faire ta vie, voyage, travaille, fais ce que tu veux, mais quand tu te sentiras prêt, tu reviens. On m'a jamais mis un sécateur à 16 ans dans les mains en me disant tu vas bosser dans la vigne et tu vas être vigneron. Et je pense que ça développe à la fois, tu retardes ton retour dans un domaine, tu retardes ta capacité à faire des vins plus vite, mais tu arrives avec plus d'efficacité après dans ta vision, dans ce que tu as envie de faire, dans vraiment, et surtout cette ouverture au monde que tu as pu avoir avant et qui donne la définition de tes vins. C'est ce qui aujourd'hui définit notre style avec Quentin. On a goûté plein de vins avant de revenir et l'identité de nos vins est vraiment liée à notre culture de ce qu'on a pu vivre avant. On est arrivé nous dans une génération à un moment en Champagne où c'était la croisée des chemins, où les gens commençaient à vouloir s'ouvrir, à prendre plaisir à goûter d'autres vins que des grands vins d'assemblage faits par les belles maisons champenoises. Et donc il y a eu cette petite brèche là qui s'est ouverte et on est plusieurs vignerons à y être rentrés. Pas pour faire mieux que les maisons, mais pour que nous, dans notre niche entre guillemets de vin de vigneron, c'est celui qui fera les plus jolis vins, quoi. Et ça, c'est ce qui nous anime. C'est sain, c'est une belle concurrence. Avec qui tu te tires la bourre là? Donne-moi des noms. Ah non, je donne jamais de nom. Je donne jamais de nom, on donne jamais les crans aux champignons. Mais tous les copains qu'on connaît tous, voilà, tous les copains qu'on aime bien, quoi. Les Jérôme de Our dans la vallée de la Marne, les Huré, les Savard, tous mes copains de mon petit groupe de vignerons, là, des artisans du Champagne, les Maillards, là, qui viennent nous taquiner, ils font des vins à Bouzy, les petits salauds, ils sortent des grands pinards en ce moment. Ouais, c'est génial. Moi, j'adore. J'adore cette saine concurrence un peu. C'est sain, quoi. Ouais. Puis on se retrouve sur les dégustes, on goûte ensemble, on est fiers quand les copains font des grands vins, et on est fiers de montrer nos vins aussi. Et ça c'est chouette. C'est de garder les pieds sur la terre aussi. Tu sais pas où tu vas si tu sais pas d'où tu viens. Exactement. Tu sais pas où tu vas si tu sais pas d'où tu viens. Ça c'est vrai. Mais tu sais pas toujours d'où tu peux ne pas exactement savoir d'où tu viens. Enfin, du moins en avoir conscience. Tu le sais, mais tu l'as pas forcément toujours. Quand tu es jeune, tu l'as pas forcément toujours matérialisé, quoi. Ça, tu prends conscience des choses aussi avec l'âge. Ouais, je crois que c'est un sentiment. Moi, j'étais comme toi, je l'ai vécu en Bretagne. Et au début, tu as cette forme de rejet, tu vois. Alors bon, ici, vous n'êtes pas loin de Paris. Ça vit bien. Ouais. Donc, mais quand tu es au fin fond du Finistère, je veux te dire. Plus dur. C'est plus dur. La mode, elle est déjà passée, que toi, tu viens de commencer à acheter le pull. Tu vois. C'est vrai. Et donc, tu as une forme de rejet un peu. Tu as envie d'aller vers l'urbain, la ville, tu vois. Ce qui pour toi, correspond peut-être à un peu plus de culture, etc. Et puis finalement, tu parles de cet élastique invisible, mais cette forme de... viscéralement, il y a un truc qui... Tiens, il me manque un truc. Puis finalement, tu y reviens. Et toi, on est à peu près dans les mêmes ordres d'âge. Et moi, j'ai pareil, 25 ans. Oui, hors taxe. Et quelques millésimes. Sortie de domaine. Et quelques millésimes. Mais non, mais voilà, je crois que c'est un vrai truc de quarantenaire, là, où tout le monde se dit, tiens, je reviendrai bien vers là où j'ai grandi, je vais reprendre une baraque, ou tiens, les parents, ils ont envie de bouger, je vais peut-être garder la maison, et tu vois. Ouais, je suis très d'accord avec ça, et on le voit, nous, avec mes amis, qui peuvent avoir fait les plus belles études du monde, avoir des boulots absolument incroyables. Si encore une fois, je reviens à ce devoir et à cette chance que l'on a, c'est qu'on a une chance de fou, quoi, d'avoir ces terroirs-là et d'arriver à la fois, ça coche toutes les cases, quoi. Ouais. Tu produis, tu fais des vins, tu peux les vendre, tu voyages, tu vis en France, tu peux voyager, ça coche absolument toutes les cases. Ce qui me touche le plus, c'est le fait que en 10 ans, là depuis 4 ans, il y a vraiment nos vins qui sortent avec mon frère. Et cette période-là, elle est ouf. Parce que tu sais que tu as fait un travail pendant 10 ans de réflexion sur comment tes vignes, tes vins, les sols, la façon de tailler, les vinifs. Et pouf, au début tu parles des vins, mais c'est pas tes vins. Alors tu pousses un peu le truc, les domaines, machin, tu parles des vins, mais c'est pas tes vins.
Et quand c'est tes vins qui arrivent, c'est que c'est toi qui les as faits. Voilà, ça, c'est vraiment un moment, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça et Quentin aussi. C'est un moment de ta vie de vigneron qui bascule. Parce que là, tu parles de ton travail, de ce que tu fais et les vibrations que tu vois, ou les émotions que tu vois dans les yeux des gens, c'est toi qui l'as fait. Et ça, c'est assez agréable, c'est assez plaisant. Et pour moi, c'est pas un moment précis, c'est une forme de petite prise de hauteur là, des 10-15 dernières années, et c'est ça, moi, qui me fait vibrer en ce moment. Tu les incarnes vraiment, finalement. Ouais, t'incarnes tes vins. Et ça, tu le vois, tu le sens. Ça, c'est ouf. Je pense que je me suis nourri de beaucoup de gens qui avaient une forme de sincérité dans ce qu'ils produisaient. Et aussi des gens qui me paraissaient, je me dis, mais pourquoi et comment ? Alors ça peut être dans le monde du vin, ça peut être dans le monde de l'agriculture, ça peut être dans le monde de la... Je suis toujours attiré par ce qui a du goût et par ce qui est beau. Et les mentors que j'ai pu avoir en Champagne sont diverses. J'ai pas travaillé ou vinifié dans d'autres maisons ou dans d'autres vignobles. Par contre, on s'est beaucoup baladé, et je me suis beaucoup baladé et échangé avec beaucoup de vignerons. Et t'en tires des histoires et des conseils, et tout ça, souvent, ça ramène à beaucoup de bon sens, quoi. Et tu te rends compte qu'en fait, les belles choses qui sont produites, que ce soit tu goûtes une belle tomate ou un joli raisin, à la fin, elle est produite toujours de la même manière, quoi. C'est-à-dire ça respecte des règles assez immuables, qui sont une tomate ou un raisin ou une pomme ou un abricot qui a du caractère, c'est un lieu, un homme et un climat, quoi. Et du bon sens. Et je sais pas, c'est dur à expliquer, mais ça, c'est des choses que, avec les rencontres, moi, c'est ça qui me parle. C'est toutes ces rencontres-là m'ont toujours amené à cette finalité qui est, tu veux faire un grand vin, en fait, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Tu trouves le bon lieu, tu mets les bons cépages, tu travailles correctement des sols, tu vas chercher des rendements qui sont ultra cohérents, tu fais des jolis vinifs avec un style que tu aimes bien, ça produira forcément de l'émotion. Mais c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette capacité à aller chercher, à être, je dirais, un digger dans le monde de la musique, tu vois, mais d'aller chercher toujours la méthode. Cette curiosité. Ouais, c'est une curiosité. Ouais, merde, si, non, moi je suis pas grec. Enfin, oui, à la fin, la réalité c'est que t'as raison, mais ça m'emmerde. Enfin, on peut tous être un peu curieux, quoi. Je suis d'accord. Enfin, c'est peut-être un peu ce qui manque, moi c'est ce que j'explique à mes gamins. Soyez curieux. Ouais, t'apprends à dire bonjour, merci, au revoir, et puis après tu te poses des questions sur ce que tu vas faire, quoi. Sur pourquoi t'apprends des trucs à l'école, bah, tu te poses un peu des questions. Si tu comprends pas quelque chose, tu poses la question. Un peu de curiosité, quoi. La vigne, c'est une liane en fait. Elle va toujours pousser avec sur le petit bourgeon terminal qui est ici, qui s'appelle l'apex. Et la vigne va toujours pousser vers l'avant pour aller s'accrocher au pied suivant. Ou s'accrocher, et si on la laisse vivre, elle va se développer un peu n'importe comment. Donc nous, on est très organisé en Champagne. On va tailler la vigne de manière à ce qu'elle suive ce plan de palissage en longueur pour qu'on puisse mécaniquement travailler les côtés. Donc là, on est sur une taille en cordon. Cordon, c'est-à-dire que c'est une charpente qui va se coucher sur le fil et on va l'organiser en laissant deux yeux, tous les sécateurs, avec un prolongement à la fin. Donc là, on va garder un brin au pied, qui va être le futur du plan. Donc on va garder deux petits yeux qui vont pousser chacun durant la saison et qui vont donner une future charpente comme ça. Et un futur rachet, futur rachet qui va être au pied. Donc c'est le tire-sève, quoi. C'est celui qui fait tirer la sève des racines et qui fait que le pied continue à vivre par l'arrière. Et après, on va venir garder deux yeux ici. Ça, on va le couper parce que on n'a pas non plus envie de produire trop de raisins. Donc on va pas tout garder. Alors, on enlève ces petits rameaux-là. Ici, on enlève les ligatures et on va garder 4 yeux. 1, 2, 3, 4 ici. Tac. Pour qu'on puisse, à la lyrie, je ne l'ai pas vu celui-là il sert à rien, on va l'enlever, hop, pour qu'à la lyrie, on puisse venir coucher la baguette comme ça, et on aura deux yeux ici, qui vont produire, je pense, entre 2 et 3 raisins, et puis on aura 4 baguettes qui vont pousser là, qui vont, elles, produire, pareil, entre 1 et 2 raisins, donc on va avoir 5-6 raisins, ce qui fait, sur le plan, on va récupérer à peu près, après 6-7 raisins, sur un joli plan de Pinot Noir.
Nous, on profite aussi d'une succession de générations, tu vois. Des domaines comme Antoine et moi, ça se fait pas sur une génération. Non. Pour ça, tu vois, nous, parlement de l'Angleterre, sud de l'Angleterre, les mecs qui vont faire des grands, etc. Ouais. Tu vois, il y a un truc qui s'apprend pas, c'est l'expérience, c'est tout ce qui est acquis d'une génération à l'autre, ça, tu peux pas le... Oui, peut-être que Tu dans... pourras le manufacturer, ça. Même avec tout le savoir que tu veux, à la fin de la fin, c'est des temps longs, les vins. Ouais. Des fois, tu as des grands domaines en une génération, ils arrivent à faire ce que des mecs ils font en 3, mais ça se compte sur les doigts d'une main. Ouais. Tu vois, un Célos, c'est sa génération à lui, son fils il est seulement la deuxième. C'est fou ce que son père il a fait en une. Tu regardes les Guigal, les Jamais, enfin à chaque fois tu as des histoires quand même. Oui, il y a des histoires familiales derrière à chaque fois. Tu as des gros styles des fois, des évolutions rapides plutôt sur les vins, parce que ça c'est assez rapide de les changer. Mais tu as toujours une base vigne en fait, qui est fondamentale. Tu penses pas quand même que aujourd'hui avec la nouvelle génération qui a une appétence au bio, ou en tout cas qui comprend qu'il faut tendre vers ça, tu sens pas justement ça va aller plus vite quand même? Bah, tu as un transfert de savoir qui est plus rapide, tu as une émulation, tu vois, la génération de nos parents, c'est pas ils se parlaient dans les villages, mais ils allaient moins bourlinguer, tu vois, dans les régions à droite et à gauche. Donc, je pense que maintenant, tu vas plus vite, tu raisonnes plus... Mais ce qui se fait chez le voisin n'est pas applicable chez toi. Donc, au final, ça te permet de challenger tes idées, ça te permet de jamais dire « Ok, t'arrêtes de réfléchir ». Des fois, tu es confronté à des choses, quand tu as 20 ans, tu vas parfois être très obtus en disant bah, « Il a tort, le mec, il raconte que des conneries ». Et puis, à la fin de la fin, au bout de 10 ans, tu te dis « Putain, en fait... » Dans ce qu'il disait, il n'y avait pas que des conneries, mais ça, tu ne te rends pas compte tout de suite, tu vois. C'est la trajectoire normale. Et apparemment, il faut passer par là. Tous les vignerons me disent je suis arrivé avec des idées arrêtées de je vais tout changer. Tu vois, oui, beaucoup. Oui. Enfin, c'est un peu le discours. Ouais. Puis finalement, tes parents, ils sont là. T'as envie de tuer le pire. Ouais, c'est ça. Il faisait pas qu'il faisait pas bon, mais t'as envie de marquer ta différence. Mais des fois, tu vois, sur les habillages, sur les vins... les habillages, c'est trop marrant comme exemple, ça, parce que nous, on a retrouvé des bouteilles de notre grand-père, les habillages, s'ils étaient restés les mêmes, on serait très très contents, tu vois. En fait, à l'époque, ils savaient faire des jolis habillages, il y avait les bonnes polices, ils mettaient en avant les terroirs, le nom du domaine, et c'est tout. Il n'y avait pas de cuvée avec des noms tu vois, je ne sais où qui sortaient, je ne sais pas quoi. Ça fonctionnait, et ça aurait fonctionné encore, mais... T'as les modes, les personnalités, les émotions. Le vin est pas lisse, mais parfois rien changer, c'est faire quelque chose. C'est tout changer, ouais. C'est ça. Dans le vin, surtout dans la période milieu des années 80, en Champagne, il y a beaucoup qui a changé, et pas forcément pour le bien. Pour recommencer par le début, qui es-tu? Donc moi je suis Quentin Paillard, fils de vigneron, de mon papa Benoît. De vigneron. Ouais, petit-fils. Ouais. Là, on est sur un lieu, mon grand-père Pierre, en fait, a fondé un pressoir, a quitté la coopérative en 1946. Donc là où on est aujourd'hui, c'est en fait un lieu d'indépendance pour nous, pour le domaine. Avant, on avait un autre lieu de vinifie sur la coopérative, un autre lieu de stockage. Là, sous nos pieds, on a une cave qui a à peu près 200 ans, que mon grand-père a vraiment investi après la guerre, après 1946. Donc il monte son pressoir. Ici, c'était principalement un stockage de vin, et ce bâtiment-là, c'est mon père qui l'a construit dans les 70, un bâtiment plus récent, en béton. Mon père vinifiait tout en cuve, et nous, depuis 10 ans avec Antoine, on a remonté ce que tu vois là, un parc qui nous permet de vinifier l'intégralité du domaine sous bois. Et avant, en Champagne, mon grand-père vinifiait, lui, dans des muids, des demi-muids, puis quelques barriques champenoises. Vous en êtes, c'est un retour aux sources finalement. Oui, bah, c'est un retour, oui. En Champagne, c'est vrai que le style des vins a grandement évolué, quoi. À partir des années 80, la cuve inox qui est venue conjointement souvent avec l'utilisation de clones, les produits chimiques dans la vigne et des millésimes parfois très durs, très froids. Donc on avait des austérités hyper importantes, quoi. Donc des vins qui se sont plus faits sur les élevages sur lit et la bulle que la recherche de matière, d'arômes, de texture sur du raisin en fait, et des élevages. Nous maintenant, on fait partie de ces générations où on fait du vin de Champagne.
Donc on travaille, on goûte les raisins. On a aussi une période de réchauffement climatique où on a des vins qui sont plus mûrs, plus expressifs. Bien sûr. C'est différent de la génération de mon père. Un retour aux sources ou c'est juste, avec ton frère, on parlait de bon sens paysan. Mais Ouais. peut-être d'un retour à ça, au bon sens paysan. Pour nous, c'est pas un retour, c'est une continuité de ce qui a été fait à la vigne en fait. Et on a des cartes en main pour vinifier des vins sous bois, notamment sur des faces sud, Bouvilly-en-Bonnet, ça fait des vins quand même très puissants, très vineux, et hyper expressifs. La capacité de les élever sous bois, tu baisses en intensité de fruits, tu rajoutes un élément d'épice qui n'existe pas forcément sur des pinots qui sont plantés sur la craie, et tu vas chercher des touchés de bouche qui sont très différents dans des vins élevés en cuve, qui sont plutôt un milieu réducteur. Tu vas faire des vins très droits, très presseris, mais qui, avec Antoine, on pense parfois manquent un peu d'émotion, quoi. Donc nous, ce qui compte à la fin, c'est pas de faire des vins qui soient le plus pur, le plus cristallin et le plus nécessairement expriment leur terroir, évidemment, mais c'est des vins qui donnent de l'émotion, quoi. Et le fait de les élever sous bois, c'est une des manières pour des terroirs, notamment de pinot plantés face sud, qui fonctionnent du tonnerre. Nous, on le voit sur des millésimes très chauds comme 2015, 2020 pour les plus récents. On arrive à garder à la fois de la puissance de vin, parce qu'on est sur des terroirs généreux, mais avec le travail de l'élevage, tu arrives quand même à recentrer les vins, notamment en utilisant la lie, puis la micro-oxygénation, quoi. Tu baisses en intensité de fruit, il y a une partie zéro primaire du vin qui s'oxyde, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, quoi. Donc, tu as des vins qui sont plus équilibrés, je pense. Moi, j'étais formé à l'école de pratique, quoi. Autodidacte sur la partie vraiment culture vin. Après, j'ai bossé dans des restaurants, j'ai bossé dans des caves, où je goûtais beaucoup de vin. Et après, c'était un travail d'échange, tu vois, avec des pairs, soit des sommeliers, soit des copains vignerons, qui t'échangent. Je pense que c'est très empirique, hein. Tu ne te construis pas un palais et tu ne sais pas ce que tu veux faire du jour au lendemain, quoi. Tu as des mentors ou des gens qui t'ont inspiré justement C'est plus une succession, tu vois, de personnes que tu rencontres à différents stades de ta vie, quoi. Au début, tu es très friand des excès, je pense. Des excès de vinif en terracotta, par exemple, ou je sais pas, enfin, tu vois, soit l'excès réducteur, soit l'excès oxydatif, soit des excès dans les vinifs, tiens, on va aller goûter des sans soufre, et puis au contraire, on va aller goûter des choses qui sont beaucoup plus techniques. Et en fait, tu t'aperçois qu'il y a un spectrum de vin qui est très large, quoi. Et donc au début, tu essaies de comprendre pourquoi les vins ils goûtent comme ça, pourquoi ils goûtent comme ça. Et puis après, tu comprends en fait que les grands vins, souvent, c'est la même recette, hein. Il y a pas... Si tu dois justement définir la réduction, l'oxydation, etc., on va être sur quels arômes ou quels effets en bouche? Sur un vin qui est vinifié en cuve, il est dans un milieu très réducteur. Il n'a très peu d'apport d'oxygène. Il y a la lie qui est dans la cuve, en fait, qui va être constamment en suspension, parce que les vins ne sont pas dégazés, et elle va venir, en fait, prendre l'oxygène qui est contenu dans la cuve. Donc, le vin est très peu en contact avec l'oxygène. Donc, l'impact que ça a sur les vins, généralement, c'est que ça renforce la sensation de minéral, donc la sapidité, le salin, et ça a un effet aussi de garder des vins très purs sur des touchés de bouche très droits, très tendus, vifs. Donc pour des vins d'apéritif, de champagne par exemple, ça fonctionne très très bien. Sur le côté par contre plus oxydatif, ou en tout cas on a un contact à la fois avec la lie et l'oxygène, ce qu'on a nous dans les barriques, on a à la fois de la lie qui va consommer l'oxygène qui est contenu au sein de la barrique, mais on a un apport notamment sur les faces et le trou de bonde, c'est là où il y a plus d'oxygène qui passe, où les vins en fait évoluent de manière différente que dans une cuve. Notamment sur les premières fermentations, le moment où le jus se transforme en vin, tu as une montée en température qui se fait. Les levures consomment les sucres. Et pendant cette montée en température, tu as une partie des arômes primaires du cépage qui vont rester ou pas. Quand tu fais une fermentation en cuve, tu contrôles ta température. Généralement, tu arrives à avoir des vins plutôt de cépage, des vins qui sont très expressifs sur le pinot noir ou le chardonnay. C'est très facile, quand tu les sens, ces vins qui sont fermentés en cuve, de reconnaître ces arômes variétaux. En barrique, tu as une partie de ces arômes variétaux en fait, qui vont disparaître sous l'effet de la chaleur pendant cette fermentation. Tu as une partie qui est oxydée, en fait, des arômes variétaux. Donc tu vas, de manière mécanique presque, baisser en intensité de fruits sur des arômes qui sont vieillis en cuve,
enfin qui sont fermentés en cuve, pardon. Sauf évidemment si tu t'amuses à mettre des cannes réfrigérantes dans les fûts, ce que certains domaines font, ce que nous-mêmes on a voulu faire au début sur des gros bébés comme ça, là, les 6 hectos, parce que ça monte très chaud en température, on se disait putain ça monte peut-être un peu trop. Mais bon, c'est un travail titanesque et à la fin de la fin, c'est un peu voilà, du pipeau quoi. Mais voilà, donc quand tu es en barrique, tu as une partie de tes arômes variétaux, tu baisses en intensité de fruits et tu vas aller chercher une aromatique qui est exogène. Une cuve, c'est très neutre, donc tu as un apport du bois, plus ou moins important suivant les types de chauffe. Quand tu as des barriques qui sont très peu chauffées, bah, l'apport aromatique du bois, finalement, elle est plutôt assez faible. Et puis après, sur des barriques plus chauffées, plus toastées, où les barriques sont laissées plus longtemps sur des feux avant d'être cintrées et fermées, bah là, tu auras des arômes plus grillés, fumés, ce qui n'est pas forcément l'idée d'aller chercher ces aromatiques-là. Par contre, à bon escient, et avec les bons terroirs, tu as une association de ces aromatiques avec les arômes de cépage qui fonctionne très très bien. Donc tu as cet apport aromatique, et ensuite tu as l'apport de la texture. Tes textures, ces touchés de bouche. Et là, par contre, tout à l'heure je te disais qu'en cuve, tu as des vins qui sont très droits, très vifs, très ciselés, plutôt, pense des vins plutôt verticaux, alors que sur des vins vinifiés en fût, souvent tu as des arômes qui sont... Tu as des vins en toucher de bouche qui sont plus ronds, plus soyeux, plus onctueux, quoi, comme un peu un parapluie inversé presque, tu vois. Les touchés de bouche sont vraiment différents. Et tu as des vins aussi, je pense, qui sont plus ouverts dans leur jeunesse parce qu'ils ont vu une part d'oxygène plus importante au début. Okay. Des vins qui sont exposés à l'oxygène tôt dans leur vie ont aussi une capacité à vieillir, je pense, de manière plus intéressante. Ouais. Okay. Et ça c'est un gros avantage. Ouais. C'est un gros avantage. Donc, à la fin de la fin, un vin qui est vinifié en cuve, tu fais des vins précis, droits, mais parfois un peu chiants. Et des vins vinifiés en fût, tu fais des vins avec plus d'un caractère vraiment vineux, puissant, et des notions d'épices et des touchés de bouche qui rendent les vins avec des émotions, avec une autre dimension, quoi. Quand tu as fait des élevages en fût d'un an, sur certains terroirs, si tu as envie de regagner un peu en tension, tu remets ce que nous on appelle les vins en masse, donc tu rassembles l'ensemble de tes vins, et comme tu dis, soit tu les mets dans une cuve en inox comme nous ici, une cuve béton, enfin ce qui te plaît le plus, et tu les laisses en fait remis dans cette masse avec la lie évidemment des barriques. La lie va reprendre l'oxygène un peu, même si exactement, et du coup tu vas avoir des vins qui vont devenir un peu plus racés, quoi. Si tu fais ta mise en masse et que tu mets en bouteille une semaine après, tu as des vins qui sont moins précis. C'est moins chouette. Écoutez, là on est sur cave, on va goûter des... On va pas goûter mon détour. Je cherche ce qui n'est pas en malo. C'est jamais très sympa de goûter des vins qui sont encore en malo. Donc là on va goûter les Maillerettes. Je ne sais pas si vous en avez parlé ce matin avec Antoine, les Maillerettes, c'est une des plus belles parcelles du domaine de Pinot Noir. C'est une parcelle historique qui était en plein cœur du coteau. C'est une des vignes mères du domaine pour les Massales. Okay. C'est notamment ce que mon père a remis en place au début des années 90. C'était aller rechercher des belles Massales qui étaient présentes sur le domaine. Et cette parcelle-là, les Maillerettes, c'est un peu notre vigne mère, quoi. Okay. Donc là, tu es sur le millésime 2025, qui est un millésime d'août, qui est un beau millésime d'août. C'est rare. C'est pas des millésimes que nous, on préfère, évidemment, parce que tu as des luminosités plus importantes, des maturités qui sont plus rapidement. Nous, on aime bien avoir des nuits froides, pas trop chaud. Du coup, les raisins mûrissent tranquillement et tu gardes des acidités plus tendues quand tu as des vendanges mi-septembre, quoi. Ouais, là, t'es... Mais 25, il y a un beau millésime d'août, il n'est pas dans l'excès, ouais. Parce qu'on avait des nuits qui sont restées relativement froides pour août, et on n'a pas eu d'excès de chaleur. Ce qu'on avait pu avoir, par exemple, en 2020 ou 2023, où, par exemple, en 2023, les 2 premiers jours de vendange, j'ai fait 35-36 degrés dans les vignes. Donc c'était très compliqué pour nous, les hommes, et aussi pour les raisins. Pour les raisins, t'as pas intérêt de traîner Ben non, du coup, on a fait la vendange le plus rapidement possible, ouais. Puis en plus de 23, il y avait un peu de vin, donc il y avait du boulot. Parce que 25, du coup, c'est ça aussi, moins de rendement quand même. Petite récolte, ouais.
Donc tu es sur Combien tes... vous avez réussi à faire on a perdu, enfin c'est pas vraiment qu'on a perdu, c'est qu'il y avait on est sur un profil un peu comme 2015 où on a des raisins avec des petites baies en fait. Ok. Petites baies, Très concentré. assez concentrées et un potentiel de récolte qui était assez faible. Ça suit en fait une initiation florale qui n'était pas géniale en 2024. En fait, d'une année à l'autre, l'impact des conditions de la fleur a un impact sur l'année d'après. Bien sûr. 2024 était une année quand même très compliquée, partout en France, inclus en Champagne. Donc on ne commençait pas avec un potentiel de récolte très important sur 2025. Normalement, si tout va bien, 2026, on devrait se refaire la cerise. Allez, santé. Tu vois, quand tu es capable de le boire peinardement et que tu te dis, ah tiens, Ouais, après, on a des niveaux d'acidité maintenant qui sont plus faibles que sur des maturités qui se font fin septembre, début octobre, quoi. bien sûr, ouais. Donc tu as quand même, on a gagné en buvabilité et dans le même temps, on a des maturités plus importantes, donc tu as quand même des vins plus expressifs. Mais c'est là où le travail de la viticulture est fondamental, c'est qu'on garde des pH relativement bas, Bah, quoi. ouais. Même pour une année comme 2025, tu vois, on a des pH autour de 3, ce qui est... Si on se dit que c'est ce qu'on va avoir pour les 20 prochaines années, on signe, quoi. Donc tu as des acidités plus faibles, mais quand tu travailles bien la vigne, la craie elle fait le job, et tu as des pH bas. Ce qui fait que tu gardes la sapidité. Sinon, tu fais des vins plats, quoi. Ouais. Si tu n'as pas d'acidité et des pH hauts, tu perds en buvabilité, quoi. C'est toujours cet équilibre compliqué à trouver, mais qui fait la différence entre des vins où tu as envie d'y revenir Oui, c'est une ça. ou deux bouteilles et parce que justement une légère acidité, pas non plus. Il en faut, hein. Si Mais- les raisins sont cuits, Non mais d'accord. Et sinon après tu es sur des trucs lourdeaux et bon, c'est le fameux champagne de fin de repas que mamie a sorti à l'occasion une fois où tout le monde se regarde, dit bon. On va prendre une demi-coupette, histoire de lui faire plaisir. Déjà, elle met ça dans des coupettes, la pauvre mamie. Elle ne sait pas. mais ouais, t'as pas envie de finir l'acquis, quoi. Et le vin, je crois que c'est fait pour boire, non? Enfin, je sais bah pas. oui. Après, les vins clairs de Champagne, vaut mieux les boire malgré tout en bulle. Hein, Ouais, les en vins. bulle. Là, Non, c'est mais- des bébés. Hein. On fait quand même nous des vins qui restent 3, 4, 5 ans en Bien cave. sûr. Bien Ça sûr, mais permet là, de donner voilà, un tempo de l'année. Ouais. Et avec principalement des tonnelleries françaises, plutôt bourguignonnes, avec des bois qui viennent de l'Allier, du Châtillonnais. On travaillait un tout petit peu avec Stockinger, qui elle, c'est une tonnellerie autrichienne, qui ont des chênes qui ont entre 200 et 250 ans, ce qui est assez incroyable. Okay. Mais eux sont plus spécialisés sur les foudres et les demi-muits. Okay. C'est des gros bébés, hein. Ça fait presque 200 kilos à bouger, c'est pas facile à bosser. Ouais, et puis je vois que vous les avez juste posés. Il n'y a pas les petites roulettes. Non. Non. Donc c'est là, du boulot, ouais. mais c'est chouette. Au-delà du volume du tonneau, oui. Qu'est-ce qui peut faire que le vin évolue différemment dans un tonneau? Bon, l'évolution dans un tonneau, elle est principalement due à deux choses. L'âge de la barrique. Quand tu as des barriques jeunes ou neuves, tu as un apport d'oxygène le plus important. Parce qu'en fait, les parois qui sont à l'intérieur de la barrique ne sont pas obstruées par des vinifs précédentes. Tu as du tarte, par exemple, nous en Champagne, qui se dépose pendant la fermentation et avec l'élevage et qui vient fermer les pores en fait, du bois. Donc tu baisses en oxygène. On les lave, les tonneaux, mais tu as toujours une partie de tarte qui reste. Ça ne suffit pas à 100%. Donc tu as toujours, quand tu as des barriques neuves, tu as un apport oxygène maximum. Et ensuite, c'est ce que nous on appelle les houillages. En fait, tu vas venir remplir tes barriques parce que tu as une partie qui s'évapore en fait, qui est absorbée par le bois tout au début. Gobe, tu as plusieurs litres de vin qui est caché dans les barriques. Et après, tu as un phénomène d'évaporation. C'est pour ça qu'on humidifie le chai ici pour qu'il y ait une humidité importante. Et tu viens toper tes barriques en fait, avec le même vin qui est dans les fûts. Et si tu ne remplis pas tes barriques à fond, tu augmentes ta surface en fait, en contact avec l'oxygène. Potentiellement, tu augmentes aussi ton évaporation si tu es dans un chai plutôt sec, quoi.
L'apport oxygène, elle se fait principalement là, sur les trous de bonde et sur les faces. C'est là où, sur les cintrages, en fait, entre les douelles, l'apport d'oxygène, il est assez faible. Et donc, ta largeur de douelle? Bah après, ce qui va avoir un impact, c'est la largeur de tes douelles, sur la durabilité de ta barrique et sur la quantité d'oxygène qui est en contact avec le vin. Autrement dit, des foudres, par exemple, qui ont des douelles quand même beaucoup plus larges que sur des barriques, tu as un vieillissement qui est plus lent. Mais ce qui est bien, c'est pour ça que, par exemple, tu gardes des vins de réserve dans des foudres, parce que tu as un vieillissement qui est un peu plus ralenti, quoi. Dans une barrique de 28, qui est une des plus petites barriques, là, tu as un vieillissement qui est beaucoup plus rapide. Okay. Le vin aussi, par défaut, quand tu es sur des petites masses ou des grandes masses, sur des petites masses, il évolue beaucoup plus rapidement que sur des grands volumes. Bien sûr, ouais. Donc tu vois, les champenois qui sont dans un style vin d'assemblage avec beaucoup de vins de réserve, ça leur est pas rare d'avoir des cuves de 100, 500, 1000 hectos parfois, quoi. Et plus les cantons sont gros, moins ils ont des évolutions sur ces vins de réserve, ce qui est souvent recherché, tu vois, c'est aller rechercher, apporter des vins d'années plus anciennes, mais qui ne soient pas complètement fatigués, quoi. Ouais. Donc le fait de les garder dans des grands volumes, ça ralentit. Ça ralentit. Mais nous, à notre échelle, c'est des raisonnements un peu différents, notamment sur le bois. Mais malgré tout, des foudres et des demi-muits ou des muits, ça vieillit beaucoup moins vite que sur des petites barriques. Est-ce que le souhait, c'était de faire des grands vins tout de suite, ou c'était de se dire on a hérité d'un truc et on y va peut-être? Ouais, tout le monde veut faire des grands vins. Celui qui fait du vin et qui se dit je veux faire des vins moyens, en tout cas nous dans notre cercle et dans les amis et dans les gens qu'on côtoie, sauf si tu as une contrainte financière, où tu dois avoir une rotation plus rapide, ou où on t'a légué un terroir qui est vraiment pas en bon état et tu sais que ça va te prendre 10 ans pour le remettre en place. Mais non, l'objectif c'est de faire les meilleurs vins possibles. Et les meilleurs vins, enfin les vins généralement les vins qui plaisent, qui font le consensus, c'est souvent des grands vins. Après tu as des styles de vins particuliers. Et pour le coup, les vôtres, ils sont quand même identitaires. Oui. D'un terroir, de certains cépages et d'une vision est très marquée. Je veux dire, on met un Pierre Paillard sur une table, c'est clivant. Il y a des gens qui... C'est clivant peut-être pour des non-initiés. Mais une fois qu'on met le nez dans les vins de champagne, dans toute cette nouvelle génération qui est jeune ou moins jeune, mais en tout cas de personnes qui s'occupent des domaines en Champagne maintenant, il y a quand même des expressions bien plus importantes de terroir parce qu'on a des maturités plus fortes, on va tous chercher des raisins avec de la plus belle matière, on va tous chercher les raisins les plus beaux, etc. Et tu as des villages où il y avait 1 ou 2 vignerons qui faisaient des grands vins, maintenant sur ces mêmes villages, tu en as 4-5, tu vois, en l'espace de 15 ans. Donc tu vas dire 4-5 c'est pas beaucoup, mais c'est 4 ou 5 fois plus qu'il y a 15 ans. Donc si ça suit cette trajectoire, je pense, tu peux dire que dans 15 ans de plus, tu auras peut-être 7, 8, 10 top vignerons sur les villages qui sont les plus beaux de la Champagne. Qui sont Bouzy. Qui sont nous, évidemment, sur la montagne de Reims, en tout cas, tu vois, ça c'est notre jardin. Tu vois, il y a Bouzy, évidemment, il y a Ambonnay, sur les faces sud, et puis après sur les faces nord, tu as 2 très très beaux villages. Tu as Verzy, qui lui est exposé de nord-est, où là tu vas avoir des pinots un peu plus droits, ciselés, ou moins de fruits, et Verzenay, qui est absolument majestueux, qui est plein nord, avec des petits vallons, des sols des pierres meulières, tu as des sables, tu as des argiles, et tu as la craie. Sur toute la montagne de Reims, tu as la craie. Donc ce qui fait la différence après sur les différents villages, c'est les expositions et les profondeurs de sol. Ouais. Et sur ces sols, parfois tu as des argiles, parfois tu as des cailloux, parfois tu as des sables. Et c'est là où nous, on retrouve peut-être des chardons ou des pinots suivant les sols ou les expositions, tu vois. Il y a des choix que tu as pu faire, toi, à force d'être plutôt dans cette partie cave ou chai, et qui ont dicté des modifications à la vigne, où tu t'es dit, bah là, en fait, je retrouve pas le style de vin, par exemple, que j'ai envie de faire, donc on va arracher, planter autre chose sur un autre terroir ou... Avec Antoine, on a récupéré
un vignoble qui était en bon état, qui avait comme particularité d'avoir une proportion de chardonnay plus élevée que tous nos copains de Bouzy. Et Bouzy, c'est un terroir de pinot. Et avec le réchauffement climatique, les chardonnays, notamment sur des vignes qui sont plutôt jeunes ou qui ont une vingtaine d'années, elles sont quand même bien plus sensibles en fait, à ce réchauffement climatique parce que tu as des arômes variétaux dans le chardonnay qui s'expriment parfois ce côté un peu exotique. Et ça, nous, dans le vin, en tout cas, nous vignerons, c'est des arômes qui nous plaisent moins, tu vois. Ça appelle des chardonnays presque du Nouveau Monde, tu vois, sans être mesquin, mais tu vois, t'as plus de fruits. Si je tire vraiment le trait, ouais, fruits exotiques, quoi. Ananas, coin. Alors, quand t'en as un tout petit peu, c'est bien, mais quand ça prend le pas sur le terroir, c'est désagréable. Donc, le chardonnay sur certains terroirs comme Bouzy, qui sont très chauds, exposés plein sud, ça a plus de sens de planter du pinot noir maintenant que planter du chardonnay. Après, tu peux les travailler, les chardonnays, sur un style peut-être un peu moins variétal, où tu vas oxyder, comme on rappelle tout à l'heure, une partie des arômes du cépage, notamment les vinifiants sous bois. Ça fonctionne. Tu peux gérer aussi peut-être moins de soufre, donc là tu vas augmenter cette part d'oxydation. Et il y a une justice en fait de terroir. Ouais. Les plus beaux chardots, c'est la Côte des Blancs, et les plus beaux pinots, c'est là. Et le meunier, on le met où ? Le meunier, nous on vinifie des meuniers un tout petit peu sur Lude. C'était sur les faces nord de la montagne de Reims, mais c'est des meuniers qui sont plantés sur craie. Donc c'est très différent. Ouais. Tu peux aller chercher des maturités plus avancées, parce que souvent le meunier, sans cépage, des potentiels d'acidité plus faibles. Ouais. Donc souvent tu es obligé de faire un peu un compromis entre maturité et acidité. Là, vu que tu as la craie, les acidités, c'est pas qu'on les regarde pas, mais on s'en soucie beaucoup moins, quoi. On arrive à aller chercher des meuniers qui restent très racés, parce qu'on a la craie. Et expressifs. Donc c'est plutôt cool. Après, le meunier, c'est le Vallée-de-la-Marne, évidemment. Puis moi, j'ai plein d'amis, tu vois, dans la Vallée-de-la-Marne qui font des très très grands meuniers. C'est magnifique. Je te confirme, on s'est fait, je crois que notre première tournée, c'était plutôt très meunier et un peu pinot. Des mecs comme Paul Gosset. Ouais, par exemple. Il y a plein de chouettes domaines. Je cite lui, Alex Lamblot, c'est pareil. C'est des mecs, tu goûtes et tu te dis waouh. Puis t'as le gang des Flaviens, Novak, oui. Cazé Thibault, Thibault Legrand, dans des styles vraiment différents, mais pour ne citer que, quoi. Ouais, c'est des... T'as Jérôme Dehour, avec qui on est bien copains, qui est lui d'une génération, tu vois, qui est un peu plus âgé que nous, mais qui fait des très très jolis meuniers. C'est la question que je posais à ton frère tout à l'heure. Je disais, est-ce que c'est une hype, le meunier, ou est-ce que c'est un renouveau d'appellation aussi, enfin, tu vois. Il me dit, pour lui, c'était un peu entre les deux. C'était de dire, voilà, ça sort des oubliés, il y a des jeunes qui arrivent. C'était peut-être aussi un cépage, la vallée de la Marne, pas celle qui était mise en avant par la Champagne historiquement. Et là, il y a des lettres de noblesse, c'est des mecs qui mettent un peu le pied dans la porte. Ça se casse un peu la gueule sur la Côte des Blancs aussi, parce que les gens en ont eu un peu marre de cette typicité de Chardot. Donc, tu vas chercher des vins plus racés, on revient au Pinot, on revient au Meunier, enfin tu vois. Je pense que c'est une conjonction de tout ça, mais je trouve ça hyper intéressant du coup d'avoir, tu vois, carrément, d'autres cépages, d'autres méthodes aussi, parce qu'ils vinifient pas pareil, ils vendangent pas pareil non plus. Moi je trouve hyper intéressant ce qui se passe en ce moment en Champagne et à peu près dans tous les vignobles, parce qu'on rencontre beaucoup de jeunes, quand je dis... jeunes, je suis assez d'accord. C'est un peu le renouvellement d'une génération entière de vignerons dans un monde viticole qui va mal, en général, quand même. Et je trouve ça hyper intéressant parce que ce que vous avez fait en Champagne, pour moi, c'est significatif. Ça se tirait dans les pattes il y a 10 ans, partout, tout le temps. Et en fait, à un moment... il y a des grandes maisons qui ont compris que sans les vignerons à côté, ils ne pouvaient pas vivre. Les vignerons qui se sont dit c'est pas que des méchants, les grandes maisons. Commencer à avoir de la porosité entre tous ces mondes-là. Et puis après, ça arrête de se tirer la bourre dans les mêmes villages. Ça vient se filer des coups de main, ça partage des méthodes de vinif, des méthodes de culture. Et c'est quand même impressionnant qu'en Champagne, il y ait un renouveau à ce point-là, tu vois, de nouveaux vignerons. Ou de je ne vais pas dire des néo-vignerons, mais
Tu vois, tous les mecs que tu as cités, mais des Select, des Savard, des Cédric Mousset, tous ces mecs-là qui sont pas sur les mêmes terroirs, mais qui sont tous un peu en train de tirer la charrette dans le même sens en disant hey, les gars, en fait, on fait des vins identitaires de terroirs. On remet un peu le bled au milieu du sujet et on le remet sur nos étiquettes, ce que tu évoquais tout à l'heure. Oui, carrément. Je trouve que c'est... vous vous êtes arrêté avant la parcurisation qui a tué Bordeaux, quoi. C'est une maturité de marché aussi. Tu as des sommeliers qui des gens comme toi, tu vois, qui sont intéressés, curieux de goûter des vins de champagne. Hein. Il y a à la fois l'offre et la demande. Et depuis les années 2000, c'est un boulevard. C'est celui qui a envie de faire bien, eh ben, il est mis en avant. Ouais. T'es pas dans une région où ça peut parfois être le cas, même le plus grand vin de cette région-là, ben, on va pas le regarder à la hauteur qu'il devrait. Et la Champagne, c'est pas vraiment, c'est une mode, mais qui s'est construite progressivement, quoi. C'est plus sur les vignerons, depuis 2000, il y a eu un faisceau où tout a concordé, quoi. Des meilleurs vins et des gens qui étaient mieux formés. Et une curiosité de plein d'acteurs différents pour les consommer. Donc évidemment, c'est motivant. Si tu fais des vins que tu as investis et que les gens te disent ça plaît, c'est mieux que l'inverse. Hein. Ouais, mais tu vois, vous avez évité l'écueil, je pense au Jura par exemple, qui est tombé, qui vit un peu la même chose en ce moment, mais qui tombe un peu peut-être dans une forme de boboisation, tu vois, voilà. Ils ne sont pas les mêmes volumes. Oui. La Champagne a cette chance, c'est qu'on a des vins. On n'exploite pas 3 hectares, on n'exploite pas 2 hectares. Et la plupart des domaines que tu vois et que tu consommes, souvent entre 5 et 10 hectares. Donc on fait tous entre 30 et 70 000 bouteilles, ce qui n'est pas rien. Même si ça reste des vins de niche, l'addition de tous ces vins-là fait plusieurs millions de bouteilles. Donc c'est quand même ultra qualitatif, quoi. Dans le Jura, les volumes sont très très petits pour concentrer sur quelques appellations, Arbois, Pupin, tout ça. Je serais curieux de se faire la somme de tous les vignerons, mais c'est pas plusieurs millions, je pense pas. Ça doit pas. Non. Donc ça crée de la frustration, quoi. Le vin, oui, on vinifie sous bois, mais le bois est un support pour faire des grands vins. C'est pas parce que les vins sont vinifiés sous bois qu'ils sont bons. C'est un des éléments. Donc c'est difficile de résumer un style de vinif sur l'utilisation de tel ou tel contenant ou telle technique. À la fin de la fin, il y a une justice de terroir, d'âge des vignes, de rendement, de prise de décision de quand est-ce que tu récoltes les raisins et d'expérience. Pour moi, ça, c'est les trucs qui sont les plus importants. Si tu n'as pas d'expérience, tu vas faire des conneries et tu vas faire des vins qui vont marquer parfois les excès d'un millésime en négatif. Facile de faire des grands vins une année comme 2019, tu vois. Celui qui a fait des mauvais vins en 2019, c'est vraiment un branque, quoi. Ou alors il vient de commencer et il tatillonne et il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à recevoir un millésime comme ça. Ouais. Alors que quand tu as déjà bossé pendant 10 ans, tu vois 19 passer, tu es là, ouf, celui-là, ça c'est énorme. Tu sais pas quand est-ce que tu reverras un millésime comme ça. Donc tout ce que tu as appris et ce que tu peux faire pour maximiser le potentiel de ce millésime, tu le fais, quoi. Okay. Des bouchons. J'allais te demander. Ouais, on fait ce qu'on appelle des tirages liège. Ouais. La capsule va être très hermétique, zéro échange avec l'extérieur. Le bouchon contient de l'oxygène qui va se relarguer dans le vin au début de sa phase de deuxième fermentation. Et ça continue l'élevage que l'on fait en fût sur cet apport de micro-oxygénation avec la partie un peu plus élevage sur lit des lits de deuxième fermentation. Donc c'est oxygène, réduction, oxydo, réduction. Et ça apporte de la gourmandise dans les vins, ça apporte de la largeur dans les vins, ça apporte pour mettre ça en des mots de moldu comme tu dis, ça apporte du plaisir, de l'émotion. Et le fait de tirer liège apporte cette émotion. Il y a une texture de bouche, des effervescences plus crémeuses et un volume en bouche plus intéressant. On peut difficilement le faire sur toutes les cuvées, donc on le fait quand même sur presque 35 000 bouteilles aujourd'hui. C'est énorme. Des vins qui passent plus de 4 ans en cave, 3-4 ans en cave. C'est beaucoup plus onéreux, c'est plus de travail manuel, mais c'est absolument incroyable. En termes de vin, de plaisir, c'est génial. Ouais. Donc là, quand
Vous allez, elle a fait 5 ans Ouais. sur lit. Vous la rouvrez, vous sautez. Ouais, les bouteilles on fait un élevage, un vieillissement sur latte. Toutes les petites bouteilles là sont tenues les unes sur les autres. Alors c'est encore une fois, c'est un mélange de tradition et de modernité, mais c'est un apprentissage, juste apprendre à monter des tas de bouteilles les uns dans les autres, les unes avec les autres, avec juste une petite capsule qui tient les bouteilles sur le côté. C'est ce qu'on appelle l'élevage sur latte, traditionnel. Et les vins vont rester là 4-5 ans. Et après, on va les remuer, parce que tu imagines bien que ce petit dépôt, là, t'as peut-être pas vraiment envie de l'avoir dans ton verre quand tu ouvres une bouteille sur une belle table de restaurant, ou même chez toi. Donc on va faire ce qu'on appelle le remuage, c'est-à-dire qu'on va basculer la bouteille d'une position horizontale à une position verticale. Ça dure 1 semaine avec une trentaine d'opérations. Les dépôts grossiers vont emmener les dépôts plus fins, les lies plus fines, et vont venir se déposer à ce niveau-là de la bouteille. Et là, on va ouvrir la bouteille, donc enlever le bouchon ou la capsule. Fameux dégorgement. Fameux dégorgement. Alors la petite bulle d'air qui est là, elle va remonter, elle va remonter, elle va remonter, elle va remonter. Et au moment où elle arrive, où les dépôts sont, on ouvre la bouteille, le gaz expulse le dépôt, et on a un vin totalement clair. On remet un joli bouchon. On attend 6 mois, parce qu'on a remis de l'oxygène, le vin il est un peu choqué, il est un peu brutalisé. Donc on attend 6 mois, on remet les vins ici en cave en 6 mois, et après on les expédie. Ok. On est d'accord que 6 mois, c'est le mini pour un... 6 mois, c'est le minimum. 6 mois, c'est bien. Tu as des vins qui se sont stabilisés 6 mois après dégorgement. Et souvent, entre le moment où tu les vends, ça arrive sur les tables des restaurants, ou les tables ou chez les cavistes ou chez vous. Il se passe quelques mois supplémentaires. Donc, tu es entre 6 mois et 1 an, qui est la période absolument parfaite pour goûter des vins. Et donc là, sur l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, ça fait 6 ans entre le moment où il a pris un coup de sécateur dans la vigne. Par exemple, on vend des bases 21 sur les non millésimés. Donc, coup de sécateur en début 21, janvier, février 2021. On récolte les raisins en septembre 21. Mise en bouteille en juillet 22, juillet 2022, juillet 2023, juillet 2024, juillet 2025 en cave. Et dégorgement juillet 2025 et commercialisation décembre 2025. C'est long, c'est 3 ans en cave, 1 an d'élevage, c'est des vins qui ont 4-5 ans. Ouais. C'est important aussi, parce qu'on parle beaucoup de prix dans le vin en général et en Champagne aussi, parce que ça fait peut-être partie des régions où c'est le plus cher. Mais quand tu te rends compte que y a eu tout ce boulot-là en amont, que c'est du stock qui dort, tout le monde ne gère pas de boîte, mais... C'est important de l'avoir en tête. Les vins qui sont plus onéreux que d'autres vins, dans le monde rationnel, c'est quand même lié à une valeur travail. En Champagne, on a énormément de main-d'œuvre et de travail et de stock. Aujourd'hui, on vend 100 000 bouteilles par an, 90 000 bouteilles par an, on a 500 000 bouteilles en stock. Ça veut dire qu'un jeune vigneron, pour arriver à ça, il faudrait que pendant 5 ans, il investisse tous les ans, donc la main-d'œuvre, le travail, le coût des bouteilles, des bouchons, des raisins. Et pendant 5 ans, il n'y a aucun revenu. Et après seulement, tu peux commencer à vendre des vins. T'imagines les emprunts derrière, c'est stratosphérique. Je vois bien. Alors, ça fonctionne, hein, et ça fait vivre beaucoup de monde, mais c'est le temps long, les investissements et garder la tête sur les épaules. Ouais, et comme on disait tout à l'heure, faut pas se planter non plus. Ouais, alors si tu grilles tes cartouches au début. Je vais te dire un truc, c'est pas que tu peux pas te planter, c'est juste, tu peux pas non plus te lever tous les matins en me disant est-ce que je vais flipper, est-ce que je vais me planter. Tu prends des décisions, on les challenge pendant un mois et puis tu y vas, quoi. Au bout d'un moment, tu déroules. C'est l'avantage d'être à deux aussi, c'est que des fois, tu te réveilles le matin, tu arrives avec une pseudo-bonne idée, et quand on te dit non, pas dans cette vie-là. Ou inversement, je ne sais pas dans quel sens ça se fait. Mais... Et donc là, la cave, là, c'est marrant. Tu sais que la bouteille, il y a quelques années déjà, il y a une vingtaine d'années, mon père il est venu me réveiller un matin avec ma grande sœur. On a descendu l'escalier qui est juste derrière. Il y avait 1 mètre de flotte, inondé, complètement inondé. Par quoi ? Donc, la nappe phréatique en dessous qui avait remonté. Il avait tellement plu pendant toute la saison hivernale et début d'année, janvier, février, mars. Il y avait 1 mètre de flotte, il avait gonflé un petit bateau. Il s'est mis à pagayer. C'était comme des dingues. Et je me dis, ça te marque, tu vois. C'est vraiment des moments qui te marquent. C'est le fameux élastique invisible dont on parlait tout à l'heure. C'est ce qui te relie à tout ça. T'espères quand même pas avoir à le revivre avec tes enfants. Ouais, en fait, pour les vins, c'est parfait. Maintenant, il y a des mecs qui mettent les vins
au fin fond de l'océan Ouais. pour les faire vieillir et ils Ouais. vendent ça. Voilà. J'ai vu ça. Moi aussi j'ai vu. J'ai vu ça. Donc ouais, non, ça n'a aucun impact sur le vin. Ouais. En tout cas, une inondation d'une cave n'a aucun impact sur le vin. Ça peut être problématique sur le côté, une petite couche de calcaire sur le verre, il faut les nettoyer un peu mieux. Voilà, mais pour le vin, il y a zéro sujet. Ok. Zéro sujet. Ouais, donc là, c'était vraiment. Donc c'était plus une anecdote Pure- positive. Plutôt que d'avoir une piscine à l'extérieur là-haut, tu peux la faire en intérieur. Ouais, c'était assez marrant.